Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité aujourd'hui, Franck Riester, ministre délégué auprès de la Première ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Franck Riester. Bonjour Patrick Roger. Pas plus de 19 voire 18 degrés dans les bâtiments publics, coupure des ballons d'eau chaude, quelques-unes des mesures du plan de sobriété. Quels sont les vrais risques? Comment la majorité veut faire passer aussi ces réformes à l'Assemblée? Vous, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, l'appel menaçant de Jean-Luc Mélenchon pour le 16 octobre. Emmanuel Macron va-t-il parler la semaine prochaine? Et puis le Rassemblement national au plus haut dans un sondage, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Commençons donc par l'appel à la mobilisation générale pour le plan de sobriété hier. Au-delà des gestes de bon sens aussi, il y a vraiment une menace de coupure de l'énergie cet hiver ? Non, il n'y a pas une menace de coupure de l'énergie cet hiver. Il y a la nécessité pour autant de faire des efforts cet hiver et dans le temps pour réduire notre consommation d'énergie. C'est utile effectivement pour passer l'hiver le plus correctement possible, mais nous avons pris un certain nombre de dispositions, notamment de recharge de stock à 100% de gaz et de diversification d'approvisionnement, d'accords européens et de solidarité européenne qui doivent nous permettre de passer l'hiver correctement. Mais il faut que chacun fasse un effort malgré tout dès cet hiver pour réduire la consommation d'énergie. Et en plus, pardon Patrick Roger, et en plus c'est vertueux dans notre objectif commun de réduction des gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y a une action qui est positive à court terme pour l'approvisionnement d'énergie et qui est positive sur le long terme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que, Franck Riester, il n'y a pas quand même un excès de communication? C'est ce que dénonce l'opposition. Et de nouveau, on veut nous infantiliser, nous faire peur, quoi. Non, mais écoutez, évidemment que les Français savent bien comment il faut faire pour réduire les consommations d'énergie, mais c'est logique aussi que l'État puisse faire des campagnes de communication confortant ce sentiment perçu par nos compatriotes. D'ailleurs, certains sont déjà obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir se chauffer correctement et pas les moyens d'utiliser l'électricité comme ça d'une façon dispendieuse. Mais pour autant, il faut avoir une espèce de mobilisation générale. L'État, d'abord, cet effort de communication, c'est plutôt une annonce d'abord de ce que fait l'État, c'est-à-dire l'État exemplaire, l'État qui d'abord s'applique à lui-même ce qu'il souhaite que les Français appliquent. Et c'est ça que nous avons annoncé hier sur la réduction effectivement de la température dans les administrations, les efforts pour peut-être quand c'est nécessaire, quand c'est possible, quand c'est utile, d'avoir recours au télétravail, etc. etc. Bon. Mais le message, c'est le message de confiance. Certains nous disent, oh oui mais regardez... Bah non, c'est pas de la confiance. Mais si, je vais vous dire pourquoi Patrick Roger. Parce que certains nous disent, j'entendais des éditorialistes ce matin sur d'autres antennes, dire bah oui mais il n'y a aucun moyen de contrôle de si effectivement ces dispositifs préconisés par l'État sont appliqués. Eh ben oui justement, c'est notre parti pris, c'est le parti pris de la confiance. Nous faisons confiance aux Français pour dans ce moment particulier, comme ça a été dans d'autres époques aussi. Regardez ce qui s'est passé dans les années 70 après le choc pétrolier, et ben de mobilisation générale pour baisser le volume de consommation d'énergie. Mais regardez, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de pénalisation. Il va y avoir des contreurs. Il va y avoir des contreurs quand même un certain nombre. Attendez, dans les 50 pages hier. Non, il y aura dans l'administration, on vérifiera que les administrations effectivement répondent bien aux demandes de l'État, mais c'est normal, c'est notre administration. Mais vous allez le faire, votre ministère. Mais je sais déjà passé. Il y a du thermostatique, vous le savez comment vous êtes chauffé? Alors écoutez, oui, il y a quelqu'un qui est passé dans tous les bureaux de mon ministère pour vérifier la température. Voilà. Alors c'est un petit côté étonnant, mais en même temps, c'est ce que vous disiez, c'est le contrôle et c'est concret. Mais il n'est pas question qu'on aille prendre la température évidemment chez les gens et de sanctionner les gens. Vous voyez, on est dans la confiance et on n'est pas dans l'infantilisation parce qu'on sait très bien que les Français savent très bien qu'en baissant le chauffage, ils vont pouvoir baisser leur facture d'électricité ou la facture de gaz ou de fioul. On verra mercredi prochain, Franck Riester, avec le président de la République Emmanuel Macron qui va prendre la parole. Est-ce qu'il ne va pas encore nous dire « nous sommes en guerre » comme il l'avait fait lors du Covid? Je pense pas, mais je verrai ce que le président de la République dit. Mais il dira en tout cas, et je pense qu'il abordera la question énergétique, bien évidemment. Parce que on n'a pas parlé de cette question-là, mais c'est aussi une question budgétaire pour nos compatriotes. Si ils baissent leur consommation d'énergie, c'est bon parce que ça permet de s'assurer qu'on ait bien suffisamment d'énergie pour fournir l'énergie nécessaire à nos compatriotes, mais ça permet aussi de baisser la facture d'électricité ou de gaz à un moment où il y a des augmentations. Et pourtant, on a des augmentations en France
France, beaucoup moins importante que dans d'autres pays européens, il faut le dire et le redire. Le bouclier tarifaire, qui est un engagement fort depuis fin 2021 du gouvernement, fait la différence avec un grand nombre de pays d'Europe. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, avec une explosion de la facture d'électricité ou de gaz x2, x3, x4. Alors même qu'en France, certaines choses sur le marché de l'énergie, c'est ce qu'on dit pour se déconnecter. Tout à fait. Alors même qu'en France, nous avons stabilisé en 2022 le prix du gaz, maintenu une augmentation que de 4% d'électricité, et en 2023, c'est 15% seulement d'augmentation. Alors c'est déjà beaucoup pour certains, bien évidemment, mais c'est beaucoup moins que chez tous nos voisins européens. Et ça, c'est le résultat à la fois d'un choix stratégique français, clair, et en même temps, c'est un combat, comme vous le dites, européen, pour aller plus loin, parce que dans ce bouclier tarifaire, les particuliers sont protégés, les petites entreprises de moins de 10 salariés sont protégées, les communes de moins de 10 agents sont protégées. Par contre, les entreprises plus importantes et les communes plus importantes et de grosses associations ne le sont pas. Et donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement par Bruno Le Maire, par le Président de la République, par la Première ministre, pour faire en sorte, par Agnès Pannier-Runacher également, pour faire en sorte qu'au niveau européen, on ait un plafonnement du prix du gaz et une décorrélation entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. Aujourd'hui, le prix de l'électricité augmente en Europe en fonction de l'évolution du prix de production du gaz. Et bien ça, il faut le décorréler. Et c'est un combat européen. C'est un combat européen que nous menons. Et ben oui, c'est un combat européen que le Président de la République et le gouvernement mènent, et je suis confiant sur le fait qu'on aboutisse. Ah bon, alors ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Franck Riester, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, semaine de rentrée assez électrique, pour prendre une expression en fait du moment. On retient le rappel au règlement, par exemple, de Danielle Obono. Alors hier à ce micro, elle s'étonnait que interpellation politique de la Première ministre vaille un rappel au règlement. Est-ce que vous êtes là, vous, pour apaiser, ou est-ce que finalement c'est assez normal que l'Assemblée soit un lieu d'agitation ? Écoutez, c'est le cœur battant de la démocratie. Mais le cœur battant de la démocratie, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la foire d'empoigne, que c'est le cirque et que c'est un bordel organisé. Non, c'est une expression respectueuse, et c'est une expression qui permet à chacun de justement s'exprimer. Je ne sais pas exactement ce qu'a dit Madame Obono. Je fais confiance le milliard. Non, mais a priori, c'est pas que ça. Et la présidente de l'Assemblée nationale, qui est quelqu'un qui veille à ce que chaque groupe politique puisse s'exprimer, qui veille à ce qu'il y ait un débat riche et démocratique à l'Assemblée nationale, a pris cette décision-là. C'est pas pour rien. Et donc, je la laisserai justifier ou expliquer sa décision, mais j'ai confiance en la présidente de l'Assemblée nationale. Pour autant, je pense que l'image que donne notamment la France Insoumise, mais certains autres membres de la NUPES, depuis le début de ce mandat, n'est pas bonne pour la démocratie et perturbe les travaux à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, ils le disent, ils le reconnaissent. Ils veulent le désordre dans la rue et ils veulent le désordre à l'Assemblée nationale. À ce propos, Franck Riester. Et moi, notre rôle, et c'est mon rôle, et ce que m'a demandé le Président de la République et la Première ministre, c'est de faire en sorte que les relations entre le gouvernement et le Parlement se passent le mieux possible, que les débats soient riches, que notre attitude vis-à-vis du Parlement soit la plus ouverte et la plus constructive possible. C'est la raison pour laquelle la Première ministre a demandé à son gouvernement de mettre en place une méthode nouvelle, avec plus de temps pour les parlementaires de travailler sur les sujets, les projets de loi qui arrivent à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on n'avait pas de session extraordinaire en septembre, pour laisser plus de temps aux députés pour travailler. C'est la nécessité d'être constructif, c'est-à-dire de prendre mieux en compte l'avis des oppositions. Et regardez, on a adopté encore cette semaine un projet de loi sur le travail, sur l'indemnisation du chômage, en tenant compte d'un certain nombre de propositions de l'opposition, notamment des LR, qui ont proposé sur sur la valorisation des acquis de l'expérience des choses très utiles. Franck Riester. Et ça, c'est important. Et donc, si vous voulez, quand on a cet état d'esprit-là, nous, que certaines oppositions sont dans un état d'esprit aussi constructif, de voir certains vitupérer, certains... Là, vous parlez des insoumis. Des insoumis, oui, et puis d'un certain nombre de NUPES. De l'Assemblée nationale, c'est ce que vous dites. Oui, et c'est ce qu'ils souhaitent. Ils veulent le désordre. Nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Et donc, mon appel aujourd'hui... Le RN est plus constructif, alors ? Mais mon appel... Le RN est plus constructif ? Je ne parlais pas du RN, je parlais des LR, par exemple. Je parlais de certains socialistes, certains verts. Mais, et le RN, alors, il est plus constructif ? Écoutez, le RN, en tout cas, essayait d'être dans une attitude de respectabilité, en mettant la cravate... au mois de juillet, perturbe jusqu'à aujourd'hui, moins les travaux, en tout cas moins que la France Insoumise. Donc, est-ce que vous pourriez travailler avec le Rassemblement
Rassemblement national. Mais non, parce que vous voyez, regardez, ils ont fêté les 50... attendez, que les choses soient claires. Ouais. Moi, je respecte les électeurs, les députés du Rassemblement national, comme je respecte les députés de la France insoumise. Parce que c'est ma conviction de la démocratie. Et c'est d'une certaine façon respecter les Français qui ont voté pour eux. Et donc oui, je discute régulièrement et avec les députés insoumis et avec les députés RN sur l'organisation des travaux, bien évidemment. Et je suis très attentif à ça. Pour autant, politiquement, au-delà des cravates et au-delà des attitudes parfois que je dénonce pour la France insoumise, politiquement, nous ne voulons pas avoir d'accord politique avec des gens qui ont une vision de la société, une vision de l'engagement politique qui ne nous convient pas. Quand le RN est le parti le plus apprécié des Français, selon un sondage qu'est-ce que vous en pensez quand de le ça Rassemblement national antagonise la société en laissant croire que le mot de tous, ce sont ou les immigrés ou l'islam, ou je ne sais quel Français, comme la France insoumise qui antagonise la société en disant que la responsabilité de tous, c'est les riches, les chefs d'entreprise, ou je ne sais qui, ne correspond pas, cette façon de faire de la politique et d'antagoniser la société ne correspond pas à ce que notre combat politique. Et donc, oui au respect des élus, oui au travail avec les élus, ce que vous dites, mais non aux accords politiques. Et c'est ce que vous dites. Et ça paraît compréhensible, je pense, pour tout à chacun. À vos troupes, c'est ce que vous dites aussi, de ne pas tomber en fait dans ces. Oui, mais j'ai pas besoin de leur dire. Parce que vous avez vu, quand même, du côté, il y a eu une petite pique d'une de vos collègues, la présidente. Non ? Aurore Bergé. Oui. Mais écoutez, elle a mis l'église au milieu du village concernant les questions de justice. C'est pas la justice des médias, c'est pas la justice parallèle dans les partis politiques quand il s'agit de violences faites aux femmes. C'est la justice de la République. Et que on en a un peu assez. Et je peux comprendre que certains députés en aient assez, que d'autres députés donnent des leçons de morale en permanence à tous les autres, sans jamais, parfois, sans jamais se les appliquer à eux-mêmes. Donc c'est ça qu'elle a voulu rappeler. Et on peut être offensif politiquement à l'Assemblée nationale, je disais tout à l'heure, c'est le cœur battant de la démocratie, sans être dans le désordre et sans être dans le bordel organisé. Bon, d'accord. Alors, à propos justement des Insoumis, qu'est-ce que vous pensez du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui appelle qui fait un parallèle avec la marche de Versailles les 5 et 6 octobre 1789 je suis assez Faites mieux le 16 octobre, dit-il. Je suis partagé dans le sens où on pourrait prendre ça à la légère, en se disant c'est encore un coup de com', parce que sa marche ne mobilise peut-être pas suffisamment, et donc il essaye de faire un coup de com'. Il s'est essayé un jour à être Mélenchon Premier ministre, maintenant c'est Mélenchon Robespierre, et c'est pas plus convaincant. Mais en même temps, je pense que c'est grave, et même, je dirais même très grave. On est dans des propos factieux. Il appelle, d'une certaine façon, à utiliser la force contre le pouvoir, tout simplement. Et je reconnais à Olivier Faure et un certain nombre aujourd'hui de personnalités de gauche de dénoncer ça et de dire que ce n'est pas acceptable. Parce que c'est une personnalité qui est le leader de cette alliance électorale des NUPES, qui voulait être Premier ministre, qui voulait donc diriger le pays et qui appelle clairement à l'utilisation de la force contre le pouvoir. Comme d'autres choses. Vous appelez aussi toute la majorité à condamner ces propos, et même la gauche. Je vous dis mes convictions ce matin. Ce sont pour moi des propos factieux qui sont graves. Mais vous savez, les propos de Jean-Luc Mélenchon, quand pendant la campagne électorale disait que les chefs d'entreprise étaient des parasites, c'était très grave aussi. Parce que quand on a des parasites devant soi, on veut les éradiquer. Et c'est ça ce qui est sous le discours de Jean-Luc Mélenchon. Et donc d'appeler de cette façon-là à l'utilisation de la force contre le pouvoir me paraît grave quand on est un responsable politique qui prétend à accéder aux fonctions les plus importantes de l'État. Oui, Franck Riester, moins d'une petite minute. Il y aura un passage en force pour passer les réformes, notamment les retraites, ou pas 49.3 ? Non, mais la méthode est toujours la même. L'ouverture, le respect, le dialogue, la recherche du compromis, l'état d'esprit constructif. Cette réforme des retraites. Alors sur le budget, il y a eu un grand nombre de débats en commission. Va s'ouvrir la semaine prochaine les débats dans l'hémicycle. Nous verrons comment les débats se passent. Est-ce qu'il y a de l'obstruction ou pas d'obstruction? Est-ce que c'est la course, le concours de l'épine de la dépense supplémentaire, alors même qu'on sait que nous avons un cadre budgétaire à maintenir? Ou est-ce que c'est un débat où chacun s'exprime, chacun essaye de contribuer à défendre ses idées, à proposer des choses utiles? Et si c'est ça, écoutez, on ira jusqu'au bout du débat. C'est-à-dire
on ira jusqu'au bout du débat. Oui. Mais on et tiendra. 49-3. Mais bien évidemment, il faut, si on s'aperçoit que nous n'avons pas de majorité à l'issue de ces débats-là, bien sûr que nous utiliserons le 49-3. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien que l'État ait un budget. Ouais. Il faut bien qu'on puisse payer les fonctionnaires, il faut bien qu'on puisse payer tout ce que l'État a payé. Et donc, oui, nous assumerons nos responsabilités, qui sont les responsabilités que nous donne la Constitution dans pareil cas. Merci Franck Riester, ministre délégué auprès de la Première ministre et Merci chargé à vous. des relations avec le Parlement, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.